population d'hommes engagés. Cette double filiation a toujours été respectée. Il est un peu plus de 9 h. Nestor Azero arrive dans l'un des bâtiments de l'Assemblée nationale qui accueille les bureaux des députés. Suivi quelques secondes plus tard par Jean-Philippe Nilor. Et nombreux sont ceux qui les attendent. Et c'est comme ça, chaque fois qu'ils sont à Paris. Ils doivent répondre à toutes sortes de demandes. À Paris, ils sont à la fois des assistants sociaux, des conseillers juridiques, économiques, familiaux, de grands frères, des fils du pays. Cet homme, par exemple, est malade. Il vient se faire soigner à Paris. Il a besoin d'un appartement pendant 1 an. Parce que monsieur Gérard Edmond me disait avoir pris contact avec la mairie de Villejuif, et notamment la 7e adjointe qui est en charge de l'aspect social. Avec Pascal, son assistant parlementaire, ils tenteront de trouver une solution. Alors, je ne vais pas te cacher que les choses ne sont pas toujours faciles. Mais enfin, tu me connais, je serai toujours en vérité. Je ne vais pas te dire des choses que tu as envie d'entendre, je te dirai les choses telles qu'elles sont. Telles qu'elles doivent être dites. Ça, c'est important. Est-ce que ça vous arrive souvent d'intervenir comme ça pour des particuliers? Ah si, mais c'est au quotidien. C'est au quotidien. Il y a des cas de toutes sortes. Hein. Et souvent, les gens fondent vraiment leur dernier espoir sur les députés, qui des fois peuvent intervenir peut-être au niveau national et peut-être plus aisément que lorsqu'ils sont sur le plan local et notamment en Martinique. Tout à l'heure, on a eu un entretien avec un jeune, mais moi, je trouve ça extraordinaire de voir la capacité, la volonté, l'envie, malgré les difficultés. Et je me dois de me mettre au service de ces jeunes-là. Parce que sinon, mon travail de député ne sert à rien. Ça ne sert à rien d'aller intervenir en séance avec de beaux discours, de belles interventions, d'être applaudi par mes collègues si au quotidien, je n'assume pas la tâche. Dès l'instant où j'ai été porté responsabilité, le 16 juin dernier, j'ai revêtu le costume national. Donc il y a des gens de Toulouse, du Morbihan, de la Nièvre, de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique qui viennent me voir. Et là, il n'y a pas une question de circonscription. Les gens vous disent, monsieur le député de la nation française. Autre population en difficulté, les étudiants antillais dans l'Hexagone et dans la France d'aujourd'hui. Ils ne rencontrent pas que des problèmes économiques. Dans un certain nombre d'établissements, je prends l'exemple de nos étudiants qui sont en école d'infirmière notamment. Nous avons de nombreux cas manifestes de maltraitance ou de harcèlement moral. Et donc, il faut parfois se déplacer pour avoir des entretiens avec ces chefs d'établissement-là pour espérer trouver une solution, que ces jeunes-là puissent étudier dans d'autres conditions. C'est lié à l'origine. Souvent lié à l'origine, oui. Souvent, à la couleur de peau, à l'origine, oui. Il y a de vraies difficultés aujourd'hui en France, en plein 21e siècle, à ce niveau-là, encore malheureusement. Je vais te saluer ici, là. Durant toute la journée, À la prochaine. les députés continueront de recevoir des administrés. Et dans le même temps, dehors, l'Assemblée nationale est encerclée. Sur ces images, on devine un nuage. Ce sont des gaz lacrymogènes. Opposants au mariage pour tous, fonctionnaires, cheminots, de nombreux manifestants convergent vers le Palais Bourbon et les CRS ont fait le ménage. Il est environ 16h30. Les députés débutent alors une nouvelle journée de travail, mais cette fois dans le Palais Bourbon. Juste une rue à traverser et ils y resteront jusqu'à 1 h du matin, en période de session. Pas le temps de voir Paris de nuit, ils travaillent 15 heures par jour. Nous accueillons nos députés de l'Outre-mer. Rencontre fortuite à la sortie d'un restaurant aux abords de l'Assemblée nationale. Frigide Barjot, porte-parole des opposants au mariage pour tous, semble très heureuse de rencontrer Azero et Nilor. Jean-Philippe Nilor. Jean-Philippe, et vous? Autour du Palais Bourbon, une nouvelle circule.
De nombreux députés de gauche des régions d'outre-mer sont opposés au mariage pour tous. Et pour elle, cela s'explique. Il y en a 4. 4, d'accord. Ils ne sont pas sous l'influence d'un petit lobby parisien qui veut imposer sa loi en disant que demain, l'être humain peut être manipulé et peut naître de 2 hommes, ce qui est une aberration. C'est le bon sens commun de nos chères îles au soleil, on ne perd pas la tête. Voilà. Retour à leur permanence. Dans quelques heures, Bruno Nestor Azero sera à la tribune. Il doit encore se préparer. Et alors que Serge Letchimy et Alfred Marie-Jeanne sont dans un autre bâtiment, Nilor et Azero ont tenu à être voisins. Quant à cette sonnerie, cela signifie que la séance a repris. Ensemble, ils vont donc suivre les débats et Christiane Taubira. 1991 a bien fait une véritable révolution en instaurant le mariage civil. On sait que c'est quelqu'un qui est très à l'aise sans notes et qui parle vraiment de manière très brillante. Et là, on sent, enfin moi je ressens beaucoup de stress. Certes, il y a la pression, mais je pense qu'au-delà de cette pression-là, on est typiquement dans le cas de quelqu'un qui défend un projet, mais qui n'est pas elle-même convaincue de l'intérêt de ce projet. Moi, c'est ce que je constate. C'est-à-dire que ce sont tous ceux qui souhaitent se marier qui peuvent disposer des mêmes droits et devoir respecter les mêmes obligations. Cette conception du mariage civil qui porte cette empreinte de l'égalité est en fait essentiellement une liberté. Je déplore quand même que ce soit une ultramarine qui porte ce projet-là. Ça vraiment je le dis et je me sens concerné à double titre. Bon, d'une part parce que je suis opposé au projet, mais surtout du fait que ce soit une ultramarine qui porte ce projet-là. Lorsqu'on connaît les valeurs qui nous habitent dans les Outre-mer. Et à cet instant, nous choisissons d'évoquer avec eux leur bilan 8 mois après leur élection et surtout leur positionnement politique dans l'Assemblée. Cette empreinte de l'égalité est marquée par le fait qu'il s'agit d'une véritable conquête. Je ressens beaucoup de confiance placée en moi et dans ce travail-là que je fais au nom de la Martinique, des Martiniquaises et des Martiniquais. Je ressens vraiment ça au quotidien, même dans la rue. On n'est jamais prêt. Mais en fait, je savais que le rôle du député était celui-là. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il soit sur tous les fronts, et souvent en même temps. Et qu'il fallait qu'il soit opérationnel. Puisqu'ici, on n'a pas le temps de rigoler, on n'a pas le temps de s'amuser. Puisque les rendez-vous chassent les autres, les interventions chassent les autres. Donc il y a toujours de l'activité. Souvent, quand vous intervenez à l'Assemblée nationale, on a l'impression que vous êtes dans l'opposition. C'est-à-dire que vous êtes dans une opposition au Parti socialiste. Est-ce que l'alliance avec le Parti socialiste, c'est quelque chose de difficile? Oui, je peux dire que c'est une alliance qui est difficile parce que nous sommes dans un soutien, mais un soutien critique. Et par moments, c'est le soutien qui prend le dessus, mais parfois, c'est la critique qui prend le dessus. Et je rappelle tout simplement que je ne suis inféodé à aucun parti. Donc, c'est ma conscience d'élu, après avoir écouté, après avoir travaillé mes dossiers, qui dicte ma conduite et qui dicte mes positions. Je suis prêt. Bien Pascal, à plus tard. C'est le départ pour l'hémicycle. Juste une rue à traverser pour rentrer dans le Palais Bourbon. Et pour l'occasion, Leslie, notre étudiante en sciences politiques, est revenue le lendemain assister au débat. Mais au Parlement, il se passe toujours quelque chose en dehors du débat. Exemple, dans les sous-sols, la salle de la commission des lois. On y trouve Manuel Valls venu expliquer la réforme des départements décidée par le gouvernement. Salle des 4 colonnes, les députés antillais sont sollicités. La presse sait que certains d'entre eux sont contre le mariage pour tous. Les médias en redemandent. Les convictions religieuses ne me permettent pas de voter cette loi. Et j'apprécie la valeur familiale. Je suis moi-même père de famille, j'ai 2 filles. Aujourd'hui, je pense qu'on aurait pu choisir autre chose, améliorer le Pax, trouver un autre nom, l'Union. Les hommes et les femmes, fussent-ils hétérosexuels ou homosexuels.
Doit-on révolutionner ainsi le mariage en France et en Outre-mer au risque de perdre nos valeurs fondamentales? Allons-nous vers cette société où l'individualisme hédoniste remplacera nos vieilles doctrines personnalistes et socialistes fondées sur la solidarité, la liberté, l'égalité? À mon grand regret, mais avec ma conviction d'homme engagé et libre de gauche, je ne voterai pas ce projet qui est attentatoire aux libertés et ne répond pas aux aspirations profondes du peuple, en particulier en Outre-mer. Je vous remercie. Merci, Monsieur Azero. J'ai fait passer le message que je voulais faire passer et à ce titre, je suis un élu, un député heureux et satisfait. Ça se passe comme ça au Palais Bourbon pendant les sessions parlementaires. Et c'est ici, dans la salle des 4 colonnes, que les journalistes rencontrent les députés. Et en plein débat sur le mariage pour tous, c'est l'effervescence. Mais avant chaque ouverture de séance, ce rituel-là est immuable, gravé dans ses murs. Tu pivotes un tout petit peu comme ça. Tu pivotes comme ça. Voilà. Tu pivotes comme ça. La garde républicaine se met en place. C'est elle qui va escorter le président de l'Assemblée nationale, Claude Barthelone, pendant son entrée dans l'hémicycle. Mais pour nos députés, ce n'est pas encore le moment d'assister au débat. Avant cela, ils doivent se rendre en commission, toujours dans le Palais Bourbon. Dans cette salle, la commission des parlementaires des collectivités et régions d'outre-mer. Et ici, députés de l'outre-mer et de l'Hexagone échangent à propos des spécificités des DOM et des COM. Fiscale qui va avec, puisqu'ils n'y sont pas obligés. Je remarque que beaucoup de députés qui sont nouvellement arrivés ont pris beaucoup plus rapidement que peut-être nous l'avions fait à l'époque, ont pris beaucoup plus rapidement la conscience de leur fonction et de l'ampleur des tâches. Et ici, ils se sont jetés, je crois, tous. Hein, il n'y a pas de ceux que je connais en tout cas, et que je vois travailler. Ils ont un cœur de réussir. Ils ont un cœur aussi, c'est normal, parce que c'est leur première élection, de prouver qu'ils sont capables de représenter la population qui les a envoyés siéger ici. Ils sont moins timides, donc plus efficaces. Avant, on observait, vous êtes dans l'opposition, vous subissez, si j'ose dire, la mitraille. Et je me rappelle, moi, mes premiers pas en 2002, on venait de perdre les élections, on avait à rendre compte, si j'ose dire, de notre héritage et donc du bilan qui était pilonné par la droite. Là, ils sont plus rapides parce que mise en confiance. Ensuite, ils veulent tous, si j'ose dire, appliquer la feuille de route du président. Les 60 engagements pour la nation et les 30 engagements pour les Outre-mer. Donc, mise en confiance, plus accompagnés, plus associés en amont, ça fait des parlementaires plus efficaces. Mais une commission peut en cacher une autre. Jean-Philippe Nilor doit encore se rendre à la commission des affaires sociales. Dans cette salle, des stars de la politique. Bernard Accoyer, ancien président de l'Assemblée nationale. Henri Guénaud, conseiller de Nicolas Sarkozy. Ou Christian Paul, ancien ministre des DOM. Pas facile de se faire sa place quand on est un petit nouveau. Et ce jour-là, les députés reçoivent Hubert Olivier, le président de la Chambre syndicale de la répartition pharmaceutique. Ils évoquent avec lui les problèmes de distribution et de stockage de médicaments. Jean-Philippe Nilor en profite pour évoquer des problèmes propres aux régions et départements d'outre-mer. Monsieur Nilor. Quelles dispositions sont prises ou seront prises pour ralentir, pour freiner
ce risque de rupture qui chez nous est vraiment vital. D'autre part, en Martinique notamment, aujourd'hui des officines sont de plus en plus en redressement, voire en liquidation judiciaire. Est-ce que le système de répartition différent qui est appliqué dans nos territoires impacte la situation financière des officines, particulièrement dans nos territoires? Voilà, j'en ai terminé. Je n'ai pas de chiffres qui me permettent de dire qu'elle soit différente de la situation générale des officines en France. Je crois que l'officine, comme la répartition, est dans une situation compliquée. Nous voyons que le nombre de redressements judiciaires a très largement progressé, puisqu'on est passé de quelques dizaines de pharmacies par an à plusieurs centaines. Moi, je n'ai jamais senti qu'une seule question de nos collègues antillais, martiniquais, enfin bon, je n'ai jamais senti une question qui puisse créer un clivage entre l'Hexagone et leur territoire. Ils défendent leur territoire parce que leurs spécificités sont très particulières, je le répète. Je veux dire, en plus, les affaires sociales, ça traite de tout ce qui est social par définition. Et c'est vrai qu'on sait très bien que ces territoires-là sont bien plus impactés par le chômage, sont bien plus impactés, enfin, ou en tout cas très impactés par la difficulté d'accéder au système de soins, par exemple. On sait très bien que la jeunesse dans ces territoires-là est plus au chômage que dans l'Hexagone. Et donc, quand ils posent la question sur les territoires, ce n'est pas pour être en antagonisme avec l'Hexagone, c'est juste pour dire, voilà, regardez ce qui se passe chez nous en plus de l'Hexagone. Certes, aujourd'hui, le mariage... Dans le même temps, Nestor Azero, de retour dans son bureau, affûte ses armes. Il sera bientôt à la tribune de l'Assemblée nationale. Il doit connaître son texte. Et dans l'hémicycle, ça chauffe. Traversé par la lumière naturelle. Et voilà l'hémicycle comme vous ne l'avez jamais vu. En plein jour, c'est la lumière extérieure qui éclaire ses travées. Et ici, chaque député a sa place, son siège numéroté. Et face à ces 577 places, l'école d'Athènes. Un tableau de Raphaël, illustration de la philosophie qui regroupe les figures majeures de la pensée antique. Pythagore, Héraclite, Épicure, Platon, Aristote, pour inspirer ceux qui font les lois. Et de part et d'autre de ces philosophes, deux statuts, l'ordre public et la liberté. Et puis, la tribune. Tribune qui fascine, tribune passage obligé pour tous ceux qui veulent faire une grande carrière. Tous ceux ou toutes celles. Changement de décor. Nous avons quitté l'Assemblée nationale et pas très loin de l'Opéra de Paris. Cette école forme de futurs politiciens, de futurs hauts fonctionnaires, collaborateurs de ministres. C'est l'Institut supérieur du management public et politique. Pelletier, Jérémy. Loury, Leslie. Et dans cette école, une étudiante martiniquaise de Rivière-Salée, Leslie. La politique, c'est sa passion quand d'autres à son âge s'intéressent aux émissions de télé-réalité ou aux derniers tubes à la mode. Leslie veut devenir préfet de région. À la sortie de son école, les débouchés ne manqueront pas. Les débouchés liés au mandat politique. Collaborateurs parlementaires, collaborateurs ministériels, collaborateurs au sein des institutions parlementaires. Deuxième grande filière, le monde des collectivités publiques. État, services déconcentrés de l'État et bien sûr, les collectivités territoriales, régions, départements, intercommunalités et villes. Troisième grande filière, les métiers de la communication et du lobbying. Et quand Leslie a du temps de libre, elle est à l'Assemblée nationale
Elle veut tout savoir du travail des députés. Merci, d'accord. Et donc vous vous basez plus, davantage, si je comprends bien, sur l'avis des administrés, de vos administrés, pour pouvoir enrichir vos connaissances et les apporter au sein de la commission. C'est exactement ça. Bruno Nestorazeo, le député de la circonscription, n'est pas agriculteur. Ouais. Il n'est pas pêcheur. Il ne fait pas du tourisme. Donc en fait, lorsqu'il porte des revendications au sein de l'hémicycle ou en commission, il faut qu'il soit habité par ces réflexions-là. Concernant la délégation Outre-mer, il n'y a pas longtemps qu'elle a été ouverte. C'est en 2012, si je ne me trompe. Oui. Et comment ça se déroule? Parce que je sais qu'il y a les députés ultramarins qui sont nombre de doigts. Donc les autres ce sont des députés de France, de métropole, de France métropolitaine. Et est-ce que c'est pour, dans la décision, comment on pèse les voix, puisqu'ils sont plus nombreux que les députés ultramarins? Mais la délégation elle-même n'a pas de pouvoir de décision en tant que tel, non. Ouais. Par contre, moi, il y a des termes, comme tu t'intéresses à la science politique, mais il y a des termes que moi, je n'utilise pas. Je vais t'expliquer pourquoi. Par exemple, toute cette histoire d'outre-mer, oui, ce sont des mots que je n'utilise pas parce que c'est clair que lorsqu'on est à Paris, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, c'est outre-mer, ça veut dire c'est de l'autre côté. Oui, oui. Mais lorsque je suis en Martinique, je ne peux pas être outre-mer de moi-même. Oui, donc outre-mer, à la limite, c'est Paris et ailleurs. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est voir comment certains députés, notamment ceux avec qui j'ai pu discuter longuement, sont passionnés, ont vraiment une vocation et une conviction profonde. Et est-ce que ça vous donne envie? Oui, oui. J'avais déjà envie, donc j'ai encore plus envie. Voilà. Ça a été vraiment magnifique. C'est un dictat de la pensée contre l'humanité vitale et les droits de l'homme et de la femme. Refuser cette différence naturelle, c'est refuser la différence sexuelle. C'est déjà revenir sous l'oppression de la femme.